imaginez un peu, faire tourner une IA moderne, du genre qui fait marcher les chatbots avancés, là, sur un vieil ordinateur, un truc de 1997, ça paraît, impossible, non? Ah oui, et ça semble complètement fou au premier abord. Et pourtant, on va explorer aujourd'hui une expérience assez dingue menée par Exolabs avec Andrej Karpathy aussi apparemment. Ils ont réussi à faire tourner un modèle basé sur Llama 2, tenez-vous bien, sur un Pentium 2 avec juste 128 mégaoctets de RAM. C'est ça. La question, c'est comment ils ont bien pu faire ça? Et qu'est-ce que ça implique en fait? Exactement. Alors déjà le matériel, c'était quoi exactement? Un authentique dinosaure, hein. Un PC avec un processeur Pentium 2 sous Windows 98. Acheté pour presque rien, genre 120 livres sterling, une bouchée de pain. D'accord, et j'imagine que ça n'a pas été simple dès le départ, rien que pour le faire marcher. Ah non, pas du tout. Les premiers soucis, c'était très physique, quoi. Pas de port USB, évidemment. Il fallait retrouver des claviers, des souris avec les vieilles prises PS2 et les brancher dans le bon ordre. Sinon, Ah oui, je me souviens de ça. Un enfer. c'est ça. Et même transférer les fichiers dessus, c'était un défi. Ils ont dû bricoler un lien réseau avec un Mac moderne via Ethernet et FTP. Ok, donc déjà, la partie matérielle, c'était du sport. Mais après, il y a le logiciel, j'imagine. Exactement. Et là, haute paire de manches. Compiler du code C moderne, surtout le Llama 2.c d'Andrej Karpathy, qui est fait pour l'inférence Llama 2, sur un système aussi vieux. Ça n'a pas dû être simple. Les outils d'aujourd'hui ne fonctionnent pas là-dessus. Non. Ils ont essayé avec PinGW, les outils classiques, mais ça plantait. Le pauvre Pentium 2 ne connaissait pas certaines instructions. Du coup, la solution a été de revenir très en arrière. C'est-à-dire? Utiliser Borland C++ 5.02, un environnement de développement qui a 26 ans. Carrément. Ils ont dû déterrer ça d'où? Bonne question, mais ça a marché. Enfin, après pas mal d'adaptations du code source, il a fallu revoir la déclaration des variables, simplifier des choses comme le chargement des données, un vrai travail d'archéologie logicielle, quoi. C'est fou. Mais bon, adapter le code, c'est une chose, mais pour que ça tourne vraiment, il y a autre chose, non? Une astuce au niveau de l'IA elle-même. Tout à fait. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est l'architecture utilisée. Bitnet. Bitnet? C'est quoi ça? Alors, c'est une approche assez novatrice pour les réseaux neuronaux. L'idée de base, c'est de simplifier radicalement les poids du réseau. Normalement, ce sont des nombres assez complexes, des flottants qui demandent beaucoup de calcul et de mémoire. Oui, d'accord. Avec Bitnet, on utilise des poids ternaires. C'est-à-dire que chaque poids peut seulement valoir -1, 0 ou 1. C'est tout. Ah oui, juste 3 valeurs. Donc, beaucoup moins de nuances, mais j'imagine que c'est beaucoup plus léger. Exactement. C'est ça l'idée. L'avantage est énorme. D'abord, ça comprime les modèles de façon spectaculaire. Un modèle qui a normalement 7 milliards de paramètres, là, il est réduit à environ 1,38 gigas. Incroyable! Et surtout, et c'est crucial pour notre vieux Pentium 2, ça tourne très efficacement sur des processeurs classiques, des CPU. Pas besoin des grosses cartes graphiques GPU qui coûtent cher et consomment beaucoup. D'accord. Et donc ça consomme moins d'énergie aussi. Oui, beaucoup moins. C'est un autre avantage non négligeable. Et alors le résultat, sur ce Pentium 2, avec ce modèle Bitnet, ça donnait quoi en termes de vitesse? Eh bien, c'est là que c'est le plus frappant. Ils ont testé un petit modèle, 260 000 paramètres, et il a atteint 39,31 tokens par seconde. 39 tokens par seconde, sur un Pentium II. C'est presque difficile à croire. Qu'est-ce qu'un token représente déjà, rapidement? Un token, oui, c'est en gros une partie de mots, ou une syllabe. Disons que 39 tokens secondes, c'est une vitesse de génération de texte tout à fait utilisable, surtout pour une machine de cet âge. C'est juste bluffant. Absolument. Et ils ont même poussé plus loin, hein. Ils ont testé un modèle plus gros, de 15 millions de paramètres. Et alors? Alors là, c'était beaucoup plus lent, forcément, environ 1 token par seconde. Mais le simple fait que ça fonctionne, ça prouve que le concept est viable, même sur ce matériel archi-limité. Ce qui est fascinant, au fond, c'est ce que ça implique. Ça remet un peu en question l'idée qu'il faut toujours la dernière machine surpuissante pour faire de l'IA, non? Tout à fait. Ça bouscule cette idée reçue. Ça montre que l'optimisation logicielle peut faire des miracles. Et ça ouvre des perspectives assez incroyables. Comme quoi, par exemple? Déjà pour démocratiser l'accès à l'IA. Imaginez dans des écoles, dans des pays en développement, ou même pour des petites entreprises qui n'ont pas les moyens d'acheter des serveurs hors de prix. Oui, c'est vrai. Utiliser le matériel qu'on a déjà. Exactement. Et ça rejoint aussi la question de la durabilité, de l'écologie. Réutiliser du vieux matériel, c'est quand même mieux que de jeter et de produire sans cesse du neuf, non? Ça réduit les déchets électroniques. C'est un point très important. On assiste peut-être à un changement de focus.
moins la course à la puissance brute et plus l'intelligence dans le logiciel. C'est une excellente façon de le résumer. L'optimisation des algorithmes, l'architecture logicielle, ça redevient peut-être central. Donc, pour synthétiser un peu ce qu'on a vu dans nos sources aujourd'hui, cette expérience montre vraiment que l'ingéniosité logicielle, ici avec BitNet, peut permettre de surmonter des limites matérielles qu'on pensait infranchissables pour l'IA moderne. Exactement. Et ça laisse songeur, quand même. On peut se demander si l'IA peut tourner sur du matériel vieux de plusieurs décennies grâce à des algos innovants, quelles autres barrières technologiques actuelles on pourrait franchir? Pas forcément avec plus de puissance, mais juste avec plus d'astuces logicielles. Une excellente question pour terminer. Voilà qui conclut notre exploration du jour. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner au podcast de Philippe pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Et aidez-nous à atteindre notre objectif de 1000 abonnés. Merci de nous avoir écoutés.